Nous sommes le vendredi 14 février 2025. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, a soufflé sur sa 92e bougie hier, 13 février 2025. À cette occasion, un vibrant hommage lui a été rendu au palais polyvalent des sports de la ville de Yaoundé, dans la région du centre du Cameroun, en présence de plusieurs membres du gouvernement. Les précisions avec Francine Mani. Paul Biya est officiellement né le 13 février 1933 à Vomeka, son village, département du Dia-et-Lobo dans l'ancienne province du Centre. Si le président a eu l'habitude de fêter son anniversaire en toute discrétion, cet événement fera l'objet de plusieurs prestations dans le pays, notamment à Yaoundé. C'est dans un palais de sport inondé par des élèves de la capitale, des personnalités publiques et plusieurs invités divers que la célébration de ces 92e anniversaire a été immortalisé. Occasion phare pour celui qui assure le secrétariat de la présidence de communiquer les vœux formulés par le président de la République à l'endroit des jeunes fers de lance de la nation. Je vais vous faire une confidence. Votre champion est toujours émerveillé par cette belle fête que vous lui organisez chaque année. Il en est profondément touché. Il est très sensible à ce témoignage d'amour et d'attachement à sa personne, à ce soutien massif que vous lui apportez et qui est finalement le carburant qui permet de le booster et de lui donner la pugnacité nécessaire pour continuer à guider d'une main sûre le bateau Cameroun. La cérémonie a été un succès, une pléthore d'activités meublées par l'absence du président qui n'a pourtant pas empêché aux jeunes de formuler leurs souhaits pour celui qui est candidat aux élections d'octobre à venir. Ils ont fait une collecte. Elle n'est peut-être pas encore bouclée, mais lorsqu'elle sera bouclée, elle vous sera remise pour que le président Paul Biya puisse payer la caution de candidature financée par la jeunesse camerounaise. Puisse le Seigneur l'accompagner dans les missions futures en tant que chef de l'État, président de la République, et la jeunesse, par notre voix, notre canal, lui souhaite beaucoup de courage et puis nous continuons de l'accompagner. La cérémonie s'est clôturée par la remise des cadeaux, notamment celui des jeunes, pour témoigner au président de la République, Paul Biya, de leur soutien indéfectible et de leur reconnaissance pour le travail abattu à leur endroit, marque de gratitude et de reconnaissance. Le président du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, l'honorable Cabral Libi, vient de procéder à la dédicace d'un de ses ouvrages, dont La ville de Meganga, un livre qui propose une vision audacieuse pour le Cameroun de demain, nous renseigne Belmont Ziwa dans ce élément. En août 2024, l'honorable Cabral Libi a publié son manifeste « Ce que j'ai vu », Manifeste de la rupture et du progrès. Un livre de 362 pages qui aborde des sujets essentiels pour le Cameroun, comme la gouvernance, l'économie, l'éducation et la santé. L'auteur appelle les jeunes, qui représentent près de 45% de la population du Cameroun, à s'engager et à jouer un rôle actif dans la transformation du pays. L'ouvrage est la déclinaison d'une vision. Cette vision, c'est le Cameroun qui protège et qui libère les énergies. Cette vision est inscrite dans un manifeste, le manifeste de la rupture et du progrès. Rupture avec le néocolonialisme, rupture avec la malgouvernance, rupture avec la navigation à vue. Parmi les thèmes clés, le fédéralisme communautaire occupe une place centrale. Cabral Libi plaide pour une gouvernance respectueuse de la diversité camerounaise et propose une décentralisation renforcée permettant à chaque communauté de s'épanouir tout en contribuant au bien-être collectif. Lors de la dédicace à Menganga,
Une foule enthousiaste des jeunes et d'invités s'est rassemblée pour découvrir ce manifeste qui se veut un véritable guide pour repenser le Cameroun et incite à une mobilisation collective. J'ai eu le privilège et le plaisir de lire cet ouvrage que vous voyez, ce que j'ai vu, Manifeste de la rupture et du progrès. C'est un essai politique qui propose une vision d'un homme d'État pour un Cameroun qui se veut meilleur. Je voudrais dire à l'auteur vraiment de continuer dans cette lancée, de continuer d'éduquer parce qu'il s'agit d'abord de cela. Il faut éduquer les Camerounais, il faut partager la vision que vous nourrissez, n'est-ce pas, pour le Cameroun. Avec ces idées novatrices, l'honorable Cabral Libine espère susciter une réflexion profonde sur l'avenir du Cameroun et présenter des solutions concrètes pour faire face aux défis actuels. Et en fait de société, un grave accident de la circulation s'est produit hier, 13 février 2025, au quartier Bonabéry, dans le 4e arrondissement de la ville de Douala, région du littoral. Le bilan fait état de 5 décès, de plusieurs blessés graves et d'importants dégâts matériels. Les détails avec Awadali. C'est pas possible. Un événement traumatique a secoué les habitants de la ville de Douala ce mercredi 12 février aux environs de 21h. Il s'agit d'un accident de circulation spectaculaire impliquant 3 véhicules, dont un camion, une semi-remorque et un taxi au quartier Bonabéry, près du lieu dit 4 étages. Quand nous sommes en train de traverser la route, on voit un camion de ciment qui transportait plus de, on ne sait pas combien de sacs. C'était chargé à bloc. Il vient en vitesse, il frappe le derrière du camion, alors le derrière du camion de fer. Quand il frappe le derrière là, pop, le motoboy qui était à côté en train de diriger là, quand il frappe là, en essayant de fuir, son camion, son propre camion, ça monte sur ça, il écrase. Le chauffeur, le motoboy du camion, c'est là. Avec la vitesse, il dévie, il change le sens. Il traverse la route là. Il monte sur la petite voiture, c'est comme vous voyez. Et le chauffeur de taxi là, il sort, il écrase ses pieds étaient cassés. Tous ses pieds étaient cassés. Le motoboy du camion du ciment, ses deux pieds sont coupés en deux. Le chauffeur du camion lui-même qui était là, lui n'a presque rien. Donc ses pieds sont cassés, son bras. Et il avait quelques blessures sur la face là. Et dans le taxi, il y avait une femme. Une femme, elle est sortie, elle n'avait presque rien eu. Oui, c'est ce qui s'est passé hier. Selon les témoins, l'absence d'éclairage public et un excès de vitesse seraient à l'origine de ce fâcheux incident. Le changeur de coco jusqu'au rond-point, même le pont, parfois c'est dans l'obscurité. Tout l'axe là est noir. Les secours ont dénombré 7 victimes gravement blessées et évacuées immédiatement à l'hôpital de Bonasama, dont 5 parmi eux ont rendu l'âme plus tard. Les autorités sont appelées à prendre des mesures nécessaires pour éviter que de tels drames ne se reproduisent à l'avenir. La rédaction de My Media Prime Télévision souhaite ses sincères condoléances aux familles endeuillées. Mesdames, Messieurs, après cette triste information, parlons de toute autre chose. Une rencontre entre les journalistes et les responsables du bureau Afrique centrale de l'UNESCO s'est tenue dans la ville de Yaoundé à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la radio qui se célèbre le 13 février de chaque année. La quintessence des échanges, c'est dans ce reportage signé Serge Sepo et Serge Biweli. Canal de communication et d'information hautement prisé en zone urbaine comme rurale, la radio, célébrée le 13 février de chaque année à travers le monde, s'affirme comme un puissant levier d'édification des enjeux sociétaux contemporains. Au rang de ceux-ci, les changements climatiques, au cœur de l'action du système des Nations Unies et son agence dédiée à l'éducation, la science et la culture, l'UNESCO. La question du changement climatique est celle qui est d'actualité. L'homme, de par sa nature, de par ses actions, agit sur la nature et cause, on va dire, de graves effets. Et ces effets nous retournent, nous reviennent sous forme, on va dire, de catastrophes, d'inondations par-ci, d'éboulements de terrain par-là, ou encore tout simplement de glaciers qui s'effondrent. Et donc il est important de dire que la mobilisation et l'invitation à une action plus urgente est importante. Au sein du bureau régional de l'UNESCO
l'UNESCO pour l'Afrique centrale ce 13 février 2025, une belle brochette de journalistes mobilisés pour un réarmement professionnel sur le rôle de la radio face au changement climatique. Cette année, c'est juste question d'amener la radio à jouer sa partition dans ce climat, dans cette lutte contre les changements climatiques, et se dire que à travers des années, des siècles, la radio est restée un fidèle ami. Certainement que beaucoup d'amis écouteront ce message venant de leur ami, la radio. En dehors des situations de crise, la radio est aussi une source d'information de premier ordre pour les populations partout dans le monde. Les formes de médias traditionnels sont d'autant plus importantes en ces temps où l'intelligence artificielle compromet la fiabilité et la crédibilité de l'information en ligne. La mésinformation et la désinformation restent l'un des freins les plus importants à l'action climatique, ce qui rend le travail des journalistes radio extrêmement indispensable pour faire face à la crise climatique. La culture camerounaise est très vaste, très diversifiée, mais surtout très riche. Elle mérite d'être vulgarisée et cela passe bien sûr par la communication culturelle, d'où le renforcement de capacités de la 13e promotion des étudiants de l'ESTIC par les acteurs de la culture camerounaise pour la promotion et surtout la vulgarisation de notre patrimoine culturel camerounais. Marie-Rosine Gandonga. La culture est ce qui nous reste lorsqu'on a tout perdu. Une exhortation très bien pigée par la 13e promotion des étudiants en communication d'entreprise de l'École supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication ESTIC, d'où la tenue de cette conférence portant sur la communication au service de la diversité culturelle, promouvoir et valoriser les entreprises et initiatives culturelles. C'est des initiatives que nous soutenons parce que c'est ce que nous voulons voir les étudiants faire dans toutes les filières. Et cette filière est particulièrement exemplaire par ses initiatives, par l'énergie qu'elle met à mener ses activités. Donc c'est vraiment un mot d'encouragement. Nous sommes à notre deuxième édition d'Inspiration Conférence et l'objectif recherché à travers cette conférence est tout d'abord de renforcer les liens de solidarité, de vivre ensemble entre les camarades, que nous sommes les camarades de promotion, et également partager des expériences dans le domaine de la communication et de la culture. Parce que la thématique que nous abordons lors de cette conférence, c'est la communication au service de la diversité culturelle, promouvoir et valoriser les initiatives et entreprises culturelles. Une conférence d'envergure dans la présence de Nadine Maloum, personnalité distinguée dont le travail remarquable a révolutionné la communication culturelle au ministère des Arts et de la Culture vénin, rehaussé l'image de cette conférence car ses prouesses dans ce domaine ont redoré le blason de la culture à travers le pays. C'est normal qu'on éclaire un peu nos jeunes, non seulement sur l'état des lieux, mais aussi sur des opportunités que ces jeunes étudiants de la communication peuvent retrouver dans la communication culturelle. Donc il était question pour nous aujourd'hui de les éclairer, de donner plus de lumière sur ce qui se passe et ce qui peut être encore fait. Et deuxièmement, parlant de cette conférence, l'initiative en général, je dirais que c'est vraiment quelque chose à encourager. Quand nous voyons les jeunes qui s'intéressent aux choses de la culture, nous voyons les jeunes qui veulent connaître davantage. C'est vraiment chose très importante pour nous. Parce que la société, le gouvernement compte sur ces jeunes, compte sur nous tous pour mettre en œuvre la politique culturelle de notre cher président, le président de la République, chef de l'État. Nous connaissons qu'il a donné le chemin à suivre. Maintenant, les institutions publiques sont en train de faire leur part, mais nous comptons aussi sur les jeunes pour qu'ils mettent les mains ensemble pour la valorisation, la promotion et la préservation de notre patrimoine culturel. Au terme de ces échanges, cette conférence s'est avérée une importante plateforme pour tous les participants, en l'occurrence les étudiants, mais aussi les acteurs culturels, dans l'optique de discuter de l'importance de la communication stratégique dans la promotion du riche patrimoine culturel au Cameroun, tout en soutenant les entreprises locales.
C'est une bonne nouvelle pour le Cameroun. Lors des travaux de la 156e session du Conseil de l'Organisation mondiale de la santé en Genève, en Suisse, le troisième vice-président du Conseil, le ministre de la Santé publique, le Dr Manaouda Malachi, a une fois de plus porté haut les couleurs du drapeau camerounais. Évocation avec Joseph Betty Otto. Moins de 3 ans après son entrée au sein du Conseil exécutif de l'Organisation mondiale de la santé, la voix du Cameroun compte déjà au sein de l'exécutif de cette organisation. Désigné troisième vice-président de cette haute instance depuis juin 2024, le docteur Manaouda Malachi, ministre de la Santé publique du Cameroun, était la voix des pays africains de l'organisation lors de la 156e session du Conseil de l'OMS qui s'est achevée ce 10 février 2025 à Genève. Rendu à la fin de nos travaux, nous sommes en train de rentrer sur Yaoundé, mais comme vous le savez très bien, nous pouvons dire que la participation du Cameroun est une participation honorable parce que nous avons déjà pu défendre un certain nombre de points de vue et comme vous le savez, c'est quand même quelque chose d'assez inédit que le Cameroun soit en train de présider le Conseil exécutif de l'OMS. Une démarche importante qui impose prioritairement en interne entre les pays membres de l'Afrique une discipline conséquente sur le plan international pour mener à bien leurs différentes missions qui sont entre autres la gestion des crises sanitaires, la coordination des interactions entre les États membres et partenaires multiples, l'élaboration des stratégies et politiques de la santé publique, la surveillance et l'évaluation de cette santé. Au Cameroun, c'est sous la conduite éclairée que l'État mène à ce jour des politiques de santé publique les plus dynamiques et les plus résilientes. Entre autres, la couverture santé universelle en pleine implémentation sur tous les territoires et pour toutes les populations. Une prescription du chef de l'État du Cameroun, son Excellence Paul Biya. Avant de refermer ce journal, mesdames, messieurs, ouvrons la page dédiée à l'actualité africaine. Dans ce journal, commençons en Afrique du Sud où nous observons le retour au pays pour les soldats tombés en République démocratique du Congo. Comme vous le voyez à l'instant, à l'écran, les dépouilles des 14 soldats sud-africains tués en RDC sont arrivés ce jeudi à la base aérienne à Pretoria. Ces soldats faisaient partie d'une mission de maintien de la paix déployée dans l'est de la RDC. Ils ont perdu la vie lors d'un affrontement avec les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. La cérémonie marquée par une émotion palpable a vu les cercueils drapés du drapeau sud-africain être accueillis par des militaires et les membres du gouvernement avant d'être remis aux familles endeuillées. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a pris la parole lors de cet événement solennel pour rendre hommage aux soldats et exprimer la fierté de la nation face à leur sacrifice. La situation en République démocratique du Congo, où les rebelles du M23 continuent d'attaquer les forces armées congolaises, reste complexe et surtout instable. Cette stratégie soulève de nombreuses questions sur les capacités de maintien de la paix dans la région et sur la place de l'Afrique du Sud dans les missions internationales de paix. Les familles des soldats pleurent leur pète, mais la nation tout entière, bien que fière, reste préoccupée par l'efficacité de ses engagements militaires à l'étranger. Et en Côte d'Ivoire, pour terminer, le parti de Laurent Gbagbo conteste la condamnation de ses cadres. La justice ivoirienne a condamné mercredi à Abidjan 2 cadres du PPACI à 10 ans de prison ferme sans mandat de dépôt pour trouble à l'ordre public et incitation insurrectionnelle dans le cadre des violences préélectorales de 2020. Le secrétaire général du parti de Laurent Gbagbo dénonce une manœuvre politique du parti au pouvoir, le RHDP, pour affaiblir son camp. Selon le procureur de la République ivoirienne, la programmation du procès qui intervient à quelques mois de la présidentielle de 2025 n'a pas été faite en fonction du calendrier électoral. Par ailleurs,
Le président général, le secrétaire général du parti de Laurent Gbagbo assure, l'opposition collabore pour répondre à une éventuelle candidature du président Alassane Ouattara, même s'il n'est pas encore temps de parler de candidature unique de l'opposition. Notons que l'ancien président ivoirien, sous le coup d'une condamnation à 20 ans, a été radié de la liste électorale. Il demeure malgré tout le candidat de son parti pour qu'il n'existe aucune autre alternative. Voilà qui referme ce journal pour le compte de ce jour. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent sur My Media Prime Télévision avec notamment l'édition de l'information en langue anglaise. D'ici là, portez-vous bien. Excellent week-end, excellente fête de la Saint-Valentin.